imaginer un lieu où règne le noir, la solitude, le froid, où l'on est seul face à soi-même. Pascal Bernabé fait partie de cette lignée d'explorateurs de l'extrême qui vont jusqu'au bout de leur passion, jusqu'au bout d'eux-mêmes. Vous avez des individus qui vont aller sur l'Everest et d'autres qui vont s'arrêter au camp de base. Dans la course aux profondeurs, certains ont laissé leur nom, d'autres leur vie. Le jour même, j'étais terrifié, quoi. Pascal est celui qui est allé le plus loin, à la frontière de l'inconnu. Chacun a dû se dire, enfin moi le premier, que est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie, quoi, alors, hein. On était dans l'inconnu scientifique total concernant le record de Pascal. L'histoire de son exploit commence dans la région toulousaine. Au départ, rien ne le destinait à la plongée sous-marine. Non, je ne l'ai jamais vu dans la baignoire avec un tuba. Et son frère, oui, après. Parce qu'il voyait son... Mais lui, non. Mais moi, à l'époque, j'essayais de faire un peu de plongée en apnée, des choses comme ça, tu vois, comme tout le monde. Et j'avais facilement mal aux oreilles, comme la plupart des gens. Donc je m'étais dit, c'est peut-être pas trop pour moi. Donc j'ai fait une plongée pour tester. Et là, j'ai dit, oh, c'est bon. Donc là, en une plongée, c'était décidé, quoi. Je supputais fortement que j'ai trouvé mon truc, quand même. Ouais. Première plongée, le 29 octobre 90, en Égypte, Nouéba. Voilà. 16 mètres, 40 minutes. Deuxième plongée, 20 mètres, 48 minutes. Troisième plongée, tous les jours après. 21 mètres, 25, 19, 25, 20, 20, 40. Et là, à partir de là, c'était un virus. Ouais. C'est-à-dire que tout le temps libre et tout l'argent que j'ai eu, tout est passé pendant un an et demi qui ont suivi, à aller dans le Sinaï dès que possible et à plonger. C'était plonger, c'était passer un maximum de temps sous l'eau. De retour en France, loin des mers chaudes égyptiennes, Pascal met son nouveau passe-temps de côté. Un livre, offert par des amis, va faire basculer sa vie. Je sais pas si je l'ai encore. Je serais quand même très surpris de le trouver ici. Oh, ça serait un miracle. Oh purée, il est là. Voilà, il est là. Voilà. La première photo de plongée spéléo que j'ai vue. La toute première photo. Et puis là, le prof de sport m'a dit qu'il connaissait des gars qui faisaient de la plongée spéléo. Et je suis allé les voir. Et puis voilà, c'est comme ça. J'ai assisté à une première plongée. Et ça a été mes bases. J'ai eu de la chance de rencontrer les bonnes personnes au bon moment. Peut-être ça m'a aussi sauvé la vie, quoi. Pour la plongée souterraine, il y a le côté exploration. Alors tout simplement, exploration, comme les explorateurs avant exploraient des contrées nouvelles, des mers nouvelles. Donc découvrir des galeries où personne n'est jamais allé. Ça c'est une énorme satisfaction. Et évidemment, avec la profondeur, cette satisfaction, tout doucement, a fait place à une exploration de soi-même. C'est plus personnel, c'est plus égoïste, c'est plus voir un peu ce que je vaux, voir un peu ce que j'ai dans le ventre, voir ce que je suis capable de faire. C'était faire de l'exploration à tout prix, n'importe où. Ah oui, j'ai oublié de te dire, il faut traverser une rivière là. Ce qui n'était qu'un passe-temps devient une passion dévorante. Pascal découvre un monde souterrain, vierge, à explorer. Dans ces labyrinthes, il affronte un dédale de galeries profondes, de puits boueux, de courants, de siphons. Il enchaîne les plongées d'exploration toujours plus loin, toujours plus profondes. Bellou, Gourbe de Fénérols, Madeleine, Thaïs,
Touvre d'Angoulême, Fou du Mas. Cordes, cloches, scooters, tous les moyens sont bons pour aller là où les autres ne vont pas. Petit à petit, Pascal se fait un nom dans le milieu des plongeurs spéléo. En 1996, 5 ans seulement après sa première plongée, on lui propose de descendre à la fontaine de Vaucluse pour récupérer 2 robots coincés par 175 mètres de fond. Ils se sont d'abord adressés aux plongeurs profonds du moment, qui étaient plus âgés, qui avaient plus de maturité, peut-être plus expérimentés. Et puis, comme ils n'étaient pas dispo ou ils ne voulaient pas trop y aller, c'est moi qui suis allé. Mais une fois de plus, ça a été un peu le hasard, quoi. La logistique à mettre en place est proche de celle des grosses explorations qu'il affectionne, même si la profondeur, elle, est inédite. Ce qui a commencé comme une opération confidentielle finit par attirer bientôt la foule et les médias. Tous se demandent qui est ce jeune homme, qui est le seul à avoir accepté de se confronter à une telle mission. Je vais pas niquer le dos, juste là. C'est bon. Dans quel état d'esprit vous partez? Bien stressé, un petit peu angoissé, et à la fois par tout le travail qu'il y a autour, et essayer de ne pas décevoir, et puis en même temps concentré sur tout ce qu'il faut faire au fond, quoi. Vous avez collé les Surox 64 là? Ouais. Avec l'heure de la plongée qui s'approche, Pascal semble moins serein qu'il n'était la veille. Putain, mais ils sont méga gros. La tension monte. Ah ouais? Ils sont ouverts là ou... L'équipe s'affaire, l'immersion va durer près de 9 heures. Rien ne doit être laissé au hasard, au risque de compromettre la sécurité de Pascal. À quelques minutes de la plongée, un doute subsiste. Ouais, je suis sûr d'avoir oublié un truc. Tu sembles avoir à peu près tout. Je crois que t'as tout. Ouais. Je descends le long de quoi là? Le mieux c'est que tu descends le long des ombilicaux là. Tu suis 10 mètres et tu prends les ombilicaux. Pascal travaille une dizaine de minutes. Il libère les 2 robots qui font bientôt surface. Durant ce temps passé au fond, les mélanges gazeux que Pascal a respirés se sont accumulés dans son organisme, rendant impossible un retour rapide à la surface. Il lui faudra 8 heures pour remonter de cette plongée à 176 mètres. Ça s'est pas trop mal passé, et voilà, donc c'était une plongée d'environ 8 heures. Donc c'est la première fois que j'étais si profond, à 176 mètres. Et ça a bien fonctionné, et donc du coup ça m'a donné envie d'aller plus loin. Moi je voulais aller profond, je voulais aller plus profond que 176. En sortant de l'eau, Pascal n'est plus le même. Émerge en lui la certitude qu'il est désormais prêt à suivre la trace de ses modèles. Jim Bowden et Sheik Exley. Exley et Bowden sont 2 plongeurs américains pour qui l'exploration passe aussi par la conquête des profondeurs extrêmes. À eux 2, ils accumulent les records. 201, 220, 230 mètres pour Exley, 250 mètres pour Bowden, et puis à nouveau Exley,
263 mètres. Jusqu'au jour où il décide de s'attaquer au gouffre noir de Zacaton, au Mexique, avec une nouvelle limite, 300 mètres. Le 6 avril 1994, Bowden et Exley descendent côte à côte dans les entrailles de la Terre. Jim Bowden inscrit un nouveau record dans l'histoire de la plongée, moins 282 mètres. Sheik Exley, lui, ne remontera pas. La disparition de Sheik Exley, son modèle, marque Pascal mais ne le décourage pas. En 1997, il fixe un nouvel objectif à sa quête de profondeur. En 97, c'était aller dans la zone des 180 à 200. Voilà. C'était la même équipe, la même technologie, toujours pareil. Puis j'étais en forme et puis bon, je me suis un petit peu laissé embarquer dans la zone des 200. Et puis après, bon, ben, j'étais un peu dépassé par les événements et j'ai plongé dans la zone des 240, 250. J'ai commencé à être touché donc, pour la première fois par le syndrome nerveux. Ça a commencé par des petits tremblements, très légers, hein, plus une sensation que peut-être le voir, je ne regardais pas. Tremblement, les extrémités, qui a gagné un peu tout le corps. Problème visuel, problème visuel. Donc des cercles concentriques, le mur qui approche, qui recule. Voilà, problème un petit peu à se concentrer, les tremblements. Et là, j'ai percuté, je suis remonté. À la fois, ça a été une plongée réussie parce que c'était ma plongée la plus profonde et ça m'a ouvert vraiment des horizons. Enfin, moi, dans ma carrière de plongeur très profond, ça a été un peu le moment où j'ai basculé, où j'ai compris que je pourrais probablement aller dans les 280, 300 mètres. Enfin, c'est ce qui m'a donné un peu confiance en moi. Et en même temps, ce jour-là, j'ai un de mes meilleurs copains qui était un coéquipier, qui était plongeur de soutien, qui est décédé sur cette plongée-là. Voilà. Ce jour-là, au petit matin, Pascal sort de l'eau, éprouvé par 10h30 d'immersion et envahi par un immense goût d'amertume. Il sait que son ami Denis Sirvin, parti chercher ses bouteilles vides par 120 mètres de fond, ne remontera pas. C'est une impression d'injustice, ouais. De dire, moi j'ai une sacrée chance, je fais ça et puis ben voilà, il va à 120, il fait attention et puis il part, quoi. Voilà. Malgré cette disparition tragique, Pascal rêve de sommets inaccessibles. Son Everest est sous la mer, là où personne n'est encore allé. L'idée naît peu à peu, être le premier homme sous la barre des 300 mètres. Ça a commencé, après la plongée de Fontaine-du-Vaucluse, ça a commencé par une idée. Et puis c'est une idée qui est devenue récurrente. Alors, je me suis aperçu que vraiment, c'est pas une idée comme ça. Et petit à petit, même les explorations en spéléo ont de plus en plus diminué, toutes les autres activités ont de plus en plus diminué. Tout est orienté vers ça, donc forcément, tu y penses tout le temps, quoi. Pascal ne peut pas tenter ce record seul. Comme lors de ses grosses explorations spéléo, il lui faut une équipe de confiance. Dès lors, il va se mettre en quête d'hommes qui croient en lui et en ce record. Sa rencontre avec François Brun, dentiste, explorateur d'épaves et photographe sous-marin, va être décisive. La première fois, on s'est rencontré à Banyuls avec Pascal. Donc lui, c'était pas trop un plongeur mer, hein. Il plongeait plutôt en spéléo, c'est vraiment un spécialiste de la spéléo, puisqu'il avait fait la fontaine du Vaucluse peu de temps auparavant. Et il est venu nous voir à Banyuls, puis on a commencé à faire quelques plongées sur des épaves classiques, habituelles. Le record en plongée mer, c'est quelque chose qui est venu au fur et à mesure, hein. Quand j'ai fait part de mon projet à François, il m'a dit oui, donc j'étais très surpris, c'est un gars très, très posé, très raisonnable. Et là c'est devenu possible. Dans toutes les activités extrêmes,
Savoir maîtriser son stress est capital. Pascal sait que cette fois-ci, la dose de stress sera à la mesure de l'exploit qu'il va tenter d'accomplir. Il va rencontrer le docteur Bourbon, préparateur mental, qui travaille aussi bien avec les sportifs de haut niveau que les candidats à l'extrême. Le stress, c'est un ensemble de réactions, pas uniquement psychologiques. Il y a une traduction biologique avec des modifications hormonales qui vont se faire, en particulier, bien entendu, toutes les hormones du stress. Donc si on arrive à beaucoup mieux les contrôler, elles vont beaucoup moins, en quelque sorte, altérer nos performances physiologiques. Voilà. Et on va consommer beaucoup moins d'énergie, en quelque sorte, pour nous adapter à la situation. Voilà. Si d'un seul coup je vous fais peur, vous allez avoir une décharge d'adrénaline qui va s'attaquer au stock de sucre et qui va entraîner une hypoglycémie par la suite, ou en tout cas un épuisement beaucoup plus précoce que si je maîtrise bien la situation, etc. Il manque encore à Pascal le sésame qui doit lui ouvrir le chemin de la surface. À la profondeur qu'il envisage d'atteindre, il sera seul. Rien ni personne ne pourra venir à son secours. Une remontée mal calculée lui serait fatale. Le docteur Bernard Gardette a étudié ces phénomènes dans un cadre industriel. Il est directeur scientifique et responsable du laboratoire de physiologie de la COMEX, société pionnière de la plongée industrielle ultra-profonde. Il y a deux grands phénomènes en plongée profonde qui affectent le système nerveux. Il y a le syndrome nerveux de haute pression. Alors ça, c'est des troubles essentiellement moteurs, c'est-à-dire c'est du tremblement, le plongeur il commence à trembler. C'est des secousses musculaires, c'est-à-dire les muscles ont du mal à se relâcher. Il y a des troubles du sommeil. Il y a des troubles également, disons, une perte d'appétit. Donc tout ça, c'est classé sous la dénomination de syndrome nerveux de haute pression. Ça, c'est un effet pression. Et puis, il y a les effets des gaz. Et les gaz, c'est des gaz qui, suivant leurs caractéristiques physiques et physiologiques, peuvent être plus ou moins narcotiques. Alors, le plus connu et le plus narcotique, pas le plus narcotique, mais disons le plus connu en plongée, c'est l'azote. Dans l'air, il y a 80% d'azote et 20% d'oxygène. Donc c'est l'azote qui est le principal composant de l'air et c'est lui qui, sous pression, va donner la narcose à l'azote que Cousteau avait appelée, il y a plus de 50 ans, l'ivresse des grands fonds. Dans les années 60, les militaires suédois filment les effets de la narcose à une profondeur équivalente à 120 mètres. Les sujets sont enfermés dans un caisson et on cherche à montrer que les effets des gaz ne sont pas les mêmes pour tous. Par contre, à 120 mètres, ce qui est sûr, c'est que tous les sujets perdent la plupart de leurs capacités intellectuelles. Comme cet officier ingénieur à qui on doit réapprendre à se servir de boulons et d'écrous. Pour d'autres, les effets sont plus spectaculaires. Effet qui cesse dès que la profondeur diminue. Chez d'autres sujets à qui on demande d'identifier des sons, les réactions vont être bien différentes. Incompréhension totale. Agressivité. Impossible donc de plonger profond avec un mélange qui contiendrait trop d'azote. Dans les années 80, la plongée ultra-profonde devient un enjeu industriel. Poussé par l'industrie pétrolière en plein boom, on cherche à envoyer des hommes sous la mer de plus en plus profond. La course s'engage dans un cadre tout d'abord expérimental, puis industriel. Mais jusqu'à quelle profondeur peut-on descendre ? En 1982, Peter Bennett et son équipe de la Duke University apportent une réponse à cette question en remplaçant l'azote par l'hélium.
un gaz plus neutre, moins narcotique. Les 3 plongeurs sont enfermés pour un voyage qui va les emmener à la frontière de l'inconnu. Pendant l'expérience Atlantis 3, les plongeurs, les chercheurs et les équipes médicales ont pu réunir des informations capitales sur la meilleure manière d'amener des plongeurs à des grandes profondeurs en repoussant la limite des plongées profondes. Au 12e jour, les plongeurs atteignent leur but, 686 mètres. L'aventure ne s'arrête pas là. Le chemin vers la surface est encore long. Finalement, après un voyage de 43 jours, les plongeurs reviennent à l'air libre. Ce record restera inégalé pendant 10 ans. Jusqu'au jour où... Madame, Monsieur, bonjour. Nous ouvrons cette édition par un record, celui battu par les 3 plongeurs de la COMEX dans le cadre de l'opération Hydra 10. Moins 702 mètres. Le record mondial jusque-là américain est désormais marseillais. Et voilà le sourire du premier homme à être descendu à telle profondeur sous une pression de plus de 70 bars. Théo Mavrostomos est toujours le plongeur d'essai le plus profond du monde. Il travaille aujourd'hui à l'Institut national des plongeurs professionnels à Marseille, où il forme de jeunes plongeurs aux travaux sous-marins. Au contraire, ça m'a plus gêné peut-être après pour la continuer. Parce que le fait, tu vois, d'avoir ce titre-là, des fois pour aller sur les chantiers, ben, c'était... C'est pas évident. Donc, ça gênait quelque part, tu vois. Alors que j'ai voulu travailler normalement et ça m'a... Les mecs se disaient... T'as envie de leur dire, oubliez ce que j'ai fait, tout à fait. Avec Hydra 10, les 3 volontaires vont s'engager dans une expérience extrême. Contrairement à Atlantis, ce n'est pas de l'hélium, mais un mélange expérimental à base d'hydrogène gazeux que ces plongeurs vont respirer. Prêt pour l'enregistrement? Ouais, je suis prêt pour l'enregistrement. Le tracé est bon là, maintenant. Mais respirer de l'hydrogène sous pression n'est pas sans danger. Alors, la narcose à hydrogène, c'est un peu comme la narcose à l'azote, mais en plus psychédélique. Voilà, on pourrait dire d'une manière un peu imagée. C'est-à-dire qu'en fait, les comparaisons qu'on a pu faire sur le plan scientifique montrent que la narcose à l'hydrogène ressemble plus, disons, à un effet du LSD, de la mescaline, donc à des produits hallucinogènes, alors que la narcose à l'azote est plus près de l'ivresse alcoolique. Des 3 plongeurs, Théo est le seul à supporter ce mélange, la pression et le stress. Le premier qui a commencé à se plaindre, c'était un des 2 qui disait que... Enfin, qui lisait un bouquin à cette époque-là, là, et je le regardais, et il est resté plusieurs jours sur la même page de ce bouquin. Donc, et après, ça s'est détérioré, quoi. Ça a commencé à... Plus on avançait dans la profondeur, enfin, plus on montait après les 500 mètres, et moins ça allait pour les 2. Et le deuxième, après, il s'est un peu laissé emporter par celui qui allait mal. Et ils ont abandonné tous les 2, ils ont voulu arrêter. J'ai fait presque une crise de nerfs pour continuer, parce que j'étais bien mentalement et physiquement, donc j'ai voulu continuer à tout prix. On avait fait un grand nombre de tests psychologiques, psychotechniques, bon, mais on ne pouvait pas savoir quel est celui qui allait, j'allais dire, à un moment donné, à la profondeur donnée, quel comportement il allait avoir exactement, ça c'était imprévisible et ça reste imprévisible. Donc il y a ce côté inconnu, et puis vous avez des individus qui vont, comme vous le disiez, vont aller sur l'Everest, et d'autres qui vont s'arrêter au camp de base. Hydra 10 marque la dernière expérience de plongée ultra profonde en caisson. La course industrielle au record s'arrête.
car peu à peu, sur les chantiers sous-marins ultra profonds, le robot remplace l'homme. En revanche, dans le domaine de la plongée autonome, tout reste à faire. En fait, très bizarrement, personne n'était branché record quoi, dans l'équipe. A priori, tout le monde trouvait ça presque débile, quoi. Tout le monde m'a dit, mais attends, tu vas pas faire ça. Y compris d'excellents copains qui étaient... C'était tout ce qu'il y a de positif, parce qu'il y a toujours les gens un peu jaloux, un peu qui vont dire ouais mais ça marchera pas parce qu'eux-mêmes seront incapables de se lancer dans un tel projet. Et puis il y a les gens qui de toute bonne foi te disent mais fais pas ça, tu vas mourir quoi. C'est complètement débile quoi. Tous les curseurs étaient au taquet quoi. Bon, Je me suis jamais dit je vais faire ça parce que c'est dangereux. C'est pas le danger qui m'a attiré. C'est plutôt le on pourrait dire le côté challenge un peu, mais le côté tout le monde me dit que c'est impossible. Et c'est marrant parce que François, avec qui on est très différents, je pense a eu la même démarche. Et j'ai un certain nombre de gens qui m'ont dit mais tu es fou, dans quoi tu t'engages, tu ne devrais pas mettre les pieds là-dedans. Voilà, donc on a essayé de me dissuader. Moi non, ça m'a bien branché son histoire de record. Et on est stressé, mais c'est le risque, hein, c'est le jeu, hein, c'est comme ça, on le sait dès le départ. Sinon on ne participe pas. Hein. Personne n'était obligé de participer à ce record. Les risques sont réels et très concrets. Pascal, François et toute l'équipe ont en mémoire ce qui est arrivé à John Bennett lors de la tentative de record en 2001. Je sais que si je n'essaye pas, si je ne le tente pas, c'est quelque chose que je vais regretter toute ma vie. John Bennett est un plongeur australien de 30 ans. Il a à son palmarès plus de 5000 plongées et le record en mer à 251 mètres. Il veut être le premier à atteindre les 300 mètres de profondeur. À bord, l'inquiétude grandit, car après 27 minutes, contrairement au plan prévu, aucun signe de John. Avec un quart d'heure de retard, il apparaît enfin. Le premier plongeur à rejoindre la surface peut transmettre la nouvelle. John est sain et sauf. Il a atteint les 305 mètres. Pourtant, la joie va être de courte durée, car en bas, un drame se noue. À 36 mètres, alors que le médecin de l'équipe l'a rejoint pour vérifier que tout va bien, John est soudainement pris de vomissements, d'étourdissements et de violents vertiges. Honnêtement, quand j'ai rejoint John, j'étais très préoccupé et tout à fait conscient qu'il y avait de fortes chances que John ne survive pas à cette plongée. Il était très pâle, il avait l'air très très malade et honnêtement, j'avais peur d'avoir un grave problème sur les bras. Rapidement, on a dû envisager de ramener John à la surface en sachant parfaitement qu'on allait aggraver la situation. Mais de toute manière, si la situation empirait un peu plus, je n'aurais rien pu faire d'autre pour espérer le sauver. Il m'est impossible de maintenir en vie un plongeur inconscient sous l'eau. Après 4 heures passées dans l'eau, John est accompagné par ses plongeurs de soutien vers un trapèze, où il passera désormais le reste de sa décompression. Après 8 heures de calvaire, centimètre par centimètre, John refait surface. But surely. John, I'm going to bring you to the speedboat. I'll put you right on 100% oxygen on the mask and we'll take you back to Atlantis, okay? Il est le premier plongeur autonome sous la barre des 300 mètres. C'est la dernière fois. Hein. John Bennett, c'est probablement le premier qui s'est dit voilà, moi je suis à l'aise en plongée profonde, je vais battre le record du monde. En mer, sans aucune idée d'exploration. Voilà. J'ai simplement montré qu'un plongeur autonome, avec des bouteilles, peut descendre à 300 mètres. Pour moi, c'était l'objectif. Voilà. Et manque de bol, quand John Bennett a fait sa plongée à 308,
ça m'a rajouté presque une trentaine de mètres, c'est ça. Et ça, c'est vrai que ça a pas mal changé la donne, quoi. Ça m'a un petit peu inquiété. Ouais. Ce que Pascal retient avant tout de cette plongée, c'est qu'il est possible de descendre sous les 300 mètres et de revenir vivant. 4 ans vont passer, pendant lesquels Pascal et François mûrissent le projet, discutent les détails et se retrouvent sur des expéditions d'exploration de nouvelles épaves. Pendant ce temps-là, les explorations extrêmes continuent. En 2005, c'est avec un matériel utilisé pour la première fois à très grande profondeur que l'Australien Dave Shaw inscrit un nouveau record, moins 271 mètres. Il fait également une découverte macabre. Le corps de Dion Dreyer, disparu depuis 10 ans. Dès lors, Shaw n'a qu'une idée en tête. Ramener le corps à la famille. Me voici de retour dans ce bel endroit, après mon record pendant lequel j'ai retrouvé le corps de Dion Dreyer. Pour permettre à la famille de faire enfin le deuil de la perte de leur fils, voilà 10 ans, nous voici donc en janvier 2005, prêts à ramener ce corps. Pendant 2 mois, ils vont préparer toute l'opération, envisager toutes les situations, les plans de secours, les plans d'urgence, pour Dave et pour ses plongeurs de soutien. Je veux vraiment mettre l'accent sur le fait que la personne la plus importante pour cette plongée, c'est vous, ce n'est pas moi. Pour moi, la personne la plus importante, c'est moi. Vous devez assurer votre propre sécurité. Si vous avez un problème, oubliez-moi. Réglons ça une bonne fois pour toutes. Si Dave ne revient pas, si je ne reviens pas, laissez-nous là, point final. On ne veut pas que nos corps soient ramenés. Il disposera de 5 minutes et 30 secondes pour libérer le cadavre de la boue qui l'emprisonne, mettre le corps dans son sac, renvoyer le tout à la surface. Une caméra fixée à son casque, Shaw serre la main de son ami Don Shirley, qui doit venir le rejoindre 20 minutes plus tard. Après 12 minutes d'immersion, Shaw atteint le corps de Dreyer par 271 mètres de fond. Il commence son travail. Tout se passe bien. Au bout de quelques minutes, un fil flotte librement autour de Shaw et s'enroule autour de lui. Dave tente de se libérer de son étreinte. Après 5 minutes passées au fond, Shaw cherche à prendre le chemin de la surface. Mais après quelques secondes de progression, il s'arrête, retenu par la ligne qui l'emprisonne et le poids du corps qui l'entraîne derrière lui. Cela fait maintenant plusieurs minutes que Shaw aurait dû quitter le fond. Le dioxyde de carbone envahit probablement ses poumons. Il n'essaie même plus de couper le fil. Petit à petit, il perd connaissance. Quelques jours plus tard, les 2 corps seront retrouvés ensemble, à la surface.
la course continue. Rien ne semble pouvoir dissuader les candidats à l'extrême. Le 10 juin 2005, le Sud-Africain Nuno Gomes atteint 318 mètres. Trois semaines plus tard, Pascal est prêt pour sa tentative. Le jour même, j'étais terrifié, quoi. Voilà. C'est-à-dire que si on veut prendre ça un peu sur un mode humoristique, quand j'ai eu l'idée, quand j'ai tout construit, ça me semblait une évidence. La veille, j'ai commencé à avoir de gros doutes quand même. Donc du coup, j'ai pas dormi de la nuit. Chacun, je pense, a dû se dire, enfin moi le premier, que est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie, quoi, alors, hein. Est-ce qu'on n'est pas en train de faire une grosse connerie, oui. Ce qui est vrai, c'est que le jour du record, ouais, j'ai jamais eu autant cette appréhension de mourir. Mais je sais pas trop dire si c'était vraiment une appréhension de mourir plus forte, ou alors si c'était juste que pour une fois, j'arrivais vraiment pas à contrôler mon stress, quoi. Mardi 5 juillet 2005, Propriano, Corse, 9h du matin. Jour J, l'équipe de Pascal est au complet. Autour de lui, Hubert, François, Tonno, Christian, Sophie, Franck et Denis. Cela fait des années que Pascal attend ce moment. Sous ses palmes, 400 mètres de fond et 330 mètres de corde. Les eaux du Valinco sont calmes, les conditions sont idéales. Quand il est dans l'eau, on voit qu'il a une concentration phénoménale. Il est dedans déjà. Il est dans sa plongée. Tout est précis, rien n'est fait au hasard. Généralement, le stress sur les grosses plongées spéléo, il disparaissait dans l'eau. Mais là, continue à être très stressé. C'était la première fois que ça m'arrivait. Quelques minutes après sa descente, il y a une bouteille qui est remontée, une bouteille en aluminium qui remontait en surface. Alors là, ça a été un stress phénoménal à bord. C'était une bouteille qui sort, c'était absolument pas prévu dans la planification. Ouais. Et bon, on s'est rendu compte que c'était une bouteille qu'il utilisait pour la descente. Il a raté, en mousse cotonnant, il a raté sur la ligne et elle est partie en surface. Jusqu'à 250, je trouve qu'on arrive à bien gérer le stress, quoi. Mais quand on s'approche et on dépasse la barre des 300, ça devient vraiment très chaud, quoi. On est extrêmement diminué sur le plan réflexion, vitesse de réflexion, réaction aux problèmes. Tout peut prendre une ampleur complètement délirante, quoi. Reinhold Messner appelait ça la zone de mort, quoi. À un moment, il appelait ça la zone de la mort, quoi. Je ne recherchais pas du tout ce genre de choses, mais ouais, c'est une zone quand même. Pour rester soft, on peut appeler ça une zone très périlleuse. Mais bon, là, si j'étais honnête avec moi-même, là-dessus, j'avais beau avoir tout mis en place, j'avais une grosse interrogation sur la zone des 300. Voilà. Rien à voir avec le Grand Bleu où il dit il faut une bonne raison de remonter. Quand on est au fond, on n'a qu'une envie, c'est de remonter le plus vite possible, quoi, et de revoir la vie. Ouais. Après 12 minutes de descente,
Pascal atteint moins 330 mètres sans vraiment savourer ce moment. Narcose et syndrome des hautes pressions sont à l'œuvre. Et c'est à cet instant, le plus dangereux de la plongée, qu'une de ses lampes explose et lui déchire le tympan. Là j'étais dans un réel danger. J'étais vraiment en péril. Et là, j'avais beaucoup moins de stress, quasiment plus de stress du tout, quoi. Simplement, bah voilà, me dire, voilà, maintenant, je suis vraiment en danger, il faut que je fasse quelque chose pour m'en sortir. Et tout le stress est parti d'un coup, quoi. La gestion de l'imprévu, c'est la gestion de l'inconnu. Et c'est la définition même de la prise de risque que l'on prend quand on veut réaliser quelque chose qui n'a jamais été réalisé. Voilà. On est dans l'inconnu. Donc, cette gestion de l'imprévu fait partie intégrante, et c'est la règle du jeu, de la préparation à un exploit. Quel que soit l'imprévu auquel il va être confronté, eh bien, sa survie ne dépend que de sa capacité à garder sa lucidité et sa concentration. Si le plongeur qui est resté, disons, un certain temps à une certaine profondeur, il remonte très rapidement, il se passe comme dans le cadre d'une bouteille de champagne qu'on ouvre un peu brutalement, ça fait de la mousse. L'azote ou l'hélium ou l'hydrogène, si on remonte trop vite, va faire des bulles en très grande quantité partout dans l'organisme. Il n'y a pas que des bulles d'ailleurs dans le sang, hein. Il y a des bulles dans les muscles, dans les graisses, il y en a un peu partout. Et il faut justement limiter la vitesse de remontée de façon à ce que ces bulles aient le temps de s'éliminer par les voies naturelles, c'est-à-dire les voies sanguines veineuses et puis le poumon. Sinon, on a le phénomène donc, de la bouteille de champagne et donc notre sang, nos muscles, nos graisses se mettent à bouillir, on pourrait dire. Voilà, mais ça c'est des décompressions, je dirais, explosives, des décompressions un peu extrêmes. Moi je suis descendu, j'étais le premier plongeur à descendre, le rejoindre, et je l'ai retrouvé à 70 mètres de fond. Mais je suis content, je suis ravi, quoi. Je sais que c'est bon, il est là. Même si ce n'est pas fini, la plongée n'est pas finie, c'est un grand soulagement. Parce que quand même, on a tous, dans notre petite tête, on avait tous l'inquiétude de dire il reste au fond, on ne le reverra plus. Le voir là, parce que je le rejoins, c'est un grand plaisir. Je me souviens d'ailleurs l'avoir touché, attrapé. Ouais, c'est un moment fort. Ouais. Je me rappelle que quand je suis arrivé dans la zone avec François, puisque j'ai retrouvé François vers 65-70 mètres, déjà je me suis dit, bon là je vais passer un sale quart d'heure parce que j'avais l'oreille abîmée, je sentais la houle. Et là ça a été difficile, hein. Ça a été très difficile parce que son oreille le faisait vraiment beaucoup souffrir puisqu'il gémissait dans son détendeur. J'avais vraiment très mal, j'en pleurais sous l'eau. Mais c'est quelqu'un qui est solide, j'avais pas d'inquiétude il n'allait pas craquer, quoi. C'est pas quelqu'un qui va craquer comme ça. Je savais qu'il tiendrait, qu'il souffrait mais qu'il tiendrait. Mais je me disais, bon, voilà, pour l'instant, ça va. Et chaque palier qui me rapproche de la surface me rapproche de la vie, en fait, c'est ça. Ouais. Et quand j'ai fait surface, bon ben, j'entendais plus rien d'une oreille, quoi. Mais voilà, je me suis dit là, maintenant, la douleur s'arrête. J'étais soulagé, c'était du soulagement, débarrassé d'un poids, soulagé, content d'être vivant. Mais pas tellement euphorique à l'idée d'avoir réalisé le record. Ouais. Non, c'est pas l'explosion de joie, parce que la mer est mauvaise, parce qu'il a mal à l'oreille, parce que
Beaucoup de plongeurs d'assistance sont couchés sur le pont du bateau, malades à vomir. Donc on n'a pas envie d'ouvrir la bouteille de champagne à ce moment-là, quoi. Le record, quand je suis sorti de l'eau, voilà, c'était fait. J'étais content d'être vivant, je crois, ça c'était le premier truc. La satisfaction d'être vivant, de me dire que j'allais revoir les miens, j'allais revoir les copains. De l'avoir fait, d'être débarrassé en fait, c'est ça. Alors que j'avais jamais eu ce sentiment sur les plongées spéléo, il y avait toujours une continuité. Alors que là, j'ai l'impression que ouais, j'étais débarrassé d'un poids. Il faudra plusieurs heures à l'équipe pour que le stress s'évacue complètement et que chacun puisse enfin savourer ce record. Six ans plus tard, le record de Pascal comme celui de Théo est resté inégalé. Les deux hommes restent seuls au sommet des profondeurs. Et une solide complicité est née entre eux. Si Pascal est un habitué du milieu marin, Théo, lui, n'avait jamais plongé en grotte. Une différence qu'ils ont voulu combler. Après, tu redescends vers les 90, 110, 120, et puis il y a un dernier puits qui amène à 180. Il y a une piscine. Ouais, voilà, c'est ça. Quand tu te tournes, l'eau n'est pas trop froide, quand même, 12, 13, 14. La plongée de Pascal, c'est une plongée plus engagée. Il y a beaucoup plus d'inconnus. Il est plus sur le fil du rasoir. La plongée de Théo, c'est une plongée extrêmement cadrée, programmée, vraiment professionnelle. Pour un record comme celui de Théo, il y a eu, je dirais, entre 50 et 100 personnes qui ont travaillé pour lui pendant 3 ans, quoi, ou bon, vous imaginez, alors que le record de Pascal, même si ça a demandé une forte préparation, c'est 10 personnes pendant 2 ans, quoi. C'est quand même, il y a quand même une différence d'échelle importante. Je pense qu'il existe une forme de similitude entre ces deux individus, et c'est peut-être pas par hasard que ces deux individus ont tous les deux établi des records dans leur domaine. Parce qu'il y a quand même un profil psychologique, je dirais, particulier pour les gens qui battent des records. Ils ont une forte motivation psychologique pour aller jusqu'au bout d'eux-mêmes, comme on dit. Et donc je pense que aussi bien Pascal Bernabé que Théo Mavrosteros ont des profils psychologiques assez voisins. Bon, c'était sympa, hein? Super. Ça, j'étais pas inquiet pour toi, non? À aucun moment, je me suis dit, il va être angoissé ou il va être... Ça me gênait pas. Il va être gêné, ouais, ça, Non, j'ai des bonnes sensations. Ouais. On va rentrer dans l'eau ici, on fait tous les checks, on nage là-bas, on descend, ensuite... Aujourd'hui, grâce à la notoriété apportée par ce record, Pascal peut se consacrer entièrement à faire partager à d'autres sa passion des profondeurs et de l'exploration. Un de ses lieux de prédilection est en Égypte, dans le désert du Sinaï, à Dahab, plongé dans la zone des 100 mètres relevée il y a quelques années de l'exploit sportif. Aujourd'hui, cette profondeur est accessible à des plongeurs passionnés et expérimentés qui ont eux aussi envie de se confronter aux frissons de la profondeur. Dahab est devenu le temple de ces plongées techniques profondes. C'est aussi l'endroit où Pascal a fait sa première plongée, l'endroit qui a décidé de sa vocation, qui a fait de lui le plongeur le plus profond du monde. Le record, Bennett en a fait un. Bon, il est malheureusement mort après. Hein. Elliott en a fait un, alors qu'il était quand même beaucoup plus jeune. Gomez en a fait un. Bowden a fait une seule plongée à 280. Il n'y a que Czech XT qui a reconduit. Mais c'était pas 300, c'était plongé entre 240 et 260. Donc c'était un peu plus... Et des records au-delà de 300, chacun n'en a fait qu'un. Voilà. On n'a plus envie, quoi. On n'a plus envie
de se relancer dans une affaire aussi stressante, quoi. Parce que c'est quand même très stressant. On peut le dire maintenant, c'était stressant. On n'a plus envie, hein. Moi, j'ai plus envie. Hein. Souvent, les gens me disent, mais je sais pas comment vous avez fait. Moi, je leur réponds, mais moi non plus, quoi. Enfin, non, mais moi, j'y foutrais jamais les pieds. J'ai presque envie de leur dire, bah ouais, mais moi, je suis pas pressé d'y retourner, quoi. One step deeper, I feel colder for a while, and I smile.